Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Joël de l'Institut Neurosciences. Sortir d'une vision trop simple, trop mécanique, trop figée de la santé, du cerveau, de la régulation humaine. Après un premier article qui rappelait le cerveau ne fonctionne jamais seul, mais toujours en lien avec le corps, la posture, la respiration et l'environnement, ce deuxième volet nous invite à aller beaucoup plus loin. Il nous propose de changer de regard sur la santé elle-même. Et si la santé n'était pas l'absence de symptômes? Et si elle n'était pas non plus une sorte de ligne droite idéale, sans variation, sans fatigue, sans secousse? Et si, au contraire, la vraie santé se reconnaissait dans la capacité d'un organisme à s'ajuster, à osciller, puis à revenir vers son équilibre? C'est exactement ce que cet audio va explorer. La variabilité, la marge adaptative, la perte de réversibilité et cette idée centrale que le vivant n'est jamais immobile. Il se régule dans le mouvement. À travers cette écoute, tu vas entendre combien cette lecture peut transformer notre manière de comprendre le stress, l'épuisement, les troubles du sommeil, l'hyperréactivité émotionnelle et même certains troubles du développement. Je te laisse maintenant entrer dans cette exploration avec Audrey et Nicolas. Prends-la comme une invitation à penser autrement, non plus en termes de panne à réparer, mais en termes de dynamique à retrouver. Quand on essaye de visualiser la santé absolue, l'image qui vient presque spontanément à l'esprit, c'est celle de la personne qui tombe jamais malade. La fameuse forteresse. Exactement. Ce roc, cette espèce de forteresse inébranlable qui traverse les hivers, les projets super stressants, les nuits blanches, et ça sans jamais vaciller. Ouais, sans montrer la moindre faiblesse. C'est ça. On a collectivement intégré l'idée que la santé parfaite, au final, ça se résume à une ligne droite, une absence totale de failles. Mais pourtant, c'est souvent cette même personne qui a l'air complètement indestructible qui s'effondre du jour au lendemain sous le poids d'un burn-out foudroyant. Et c'est un paradoxe formidable. N'est-ce pas ? Et si cette absence apparente de fluctuation, c'était pas du tout le signe ultime de la santé, mais au contraire le symptôme d'une rigidité super dangereuse ? C'est la grande question, oui. Et c'est exactement le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. D'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Le corpus que nous examinons aujourd'hui, qui nous vient de l'Institut Neurosciences, il propose de redéfinir fondamentalement notre rapport au vivant. Un vaste programme, quoi. Carrément. Et pour donner un peu de perspective à quiconque nous écoute, il faut savoir que cette exploration s'inscrit dans la continuité d'une trilogie conceptuelle. Oui, c'est la deuxième partie, c'est ça. Tout à fait. Le premier volet de ces documents établissait une vérité anatomique indéniable, à savoir que le cerveau ne fonctionne jamais en vase clos. En fait, il est le chef d'orchestre d'un corps, d'une posture, d'un environnement. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de franchir un cap supplémentaire. On va déconstruire cette croyance universelle qui associe la santé à une forteresse immobile, comme tu disais. Alors, décortiquons tout ça. L'idée centrale qui ressort de ces notes de cadrage et de ces articles de fond, c'est vraiment de renverser la table. Complètement. Et si la santé, c'était pas l'absence de symptômes? Et si c'était pas cet état parfaitement stable qu'il faudrait verrouiller à tout prix, mais plutôt la capacité de revenir, la capacité, après avoir été bousculé par l'environnement, de retrouver sa ligne de base physiologique. C'est ça. Et la physiologie va même plus loin en nous demandant d'abandonner définitivement ce que les chercheurs appellent le mythe du thermostat. Le mythe du thermostat. Ouais. Pendant des décennies, on a conceptualisé le corps humain comme le système de chauffage d'une maison, en gros. Ah, je vois. Genre, il fait froid, ça s'allume. Exactement. Une perturbation arrive, une chute de température par exemple, la chaudière s'allume brutalement pour corriger le tir, elle remonte à un point fixe idéal, puis elle s'éteint pour rester dans une immobilité totale. C'est une vision incroyablement mécanique de la biologie quand on y pense. Très mécanique, oui. On appuie sur un bouton, on corrige, on s'arrête. Sauf que c'est biologiquement erroné. Le vivant, c'est un système dynamique, non linéaire. Donc, ça bouge tout le temps. Voilà. La stabilité physiologique ne réside absolument pas dans l'immobilité. Elle s'incarne dans un régime d'oscillation permanent et hyper complexe. Le cœur, par exemple, il accélère puis ralentit en permanence. Même au repos ? Surtout au repos. La respiration varie à chaque cycle, en profondeur, en rythme. Même la posture humaine, elle est jamais figée.
Elle fluctue au gré de micro-ajustements musculaires qui sont invisibles à l'œil nu. Ouais, on s'en rend même pas compte. Exactement. Donc, la véritable santé, c'est pas le maintien d'une constante, c'est une variabilité saine, organisée et hautement intégrée. Tu sais, pour bien visualiser cette différence entre la rigidité et la stabilité dynamique, j'aime bien prendre l'analogie de la rame de métro. Ah, excellente analogie. Ouais, imagine, si un passager essaye de rester parfaitement droit, les genoux verrouillés dans une tension musculaire absolue pendant que la rame accélère et freine, Oui, il va finir par tomber. obligé. Sa rigidité le rend en réalité extrêmement vulnérable. Au premier freinage un peu sec, la chute est inévitable. C'est clair. À l'inverse, le passager qui fléchit légèrement les genoux, qui accepte l'oscillation et qui accompagne le mouvement de la rame de manière fluide, lui, il possède une vraie stabilité. Est-ce que cette logique s'applique littéralement à notre système nerveux? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette métaphore illustre parfaitement le concept d'oscillateur couplé dans notre physiologie. D'oscillateur couplé. Ouais. Le système nerveux autonome ne fonctionne pas avec un correcteur unique. En fait, il orchestre des rythmes qui se répondent. Par exemple, l'inspiration inhibe temporairement le nerf vague, ce qui fait accélérer le cœur. Ah ouais, juste le fait de prendre l'air? Exactement. Et l'expiration réactive ce frein vagal, ce qui ralentit le cœur. C'est ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire. Donc le rythme cardiaque est censé être irrégulier. Totalement. Un cœur qui battrait de manière parfaitement métronomique sans aucune variation entre chaque battement, c'est pas un cœur en pleine santé. Attends, vraiment? Oui. C'est même le signe clinique d'un système en état d'alerte maximale, d'un système devenu complètement rigide. Waouh! Donc la perfection mécanique est en fait un signal de détresse. C'est fascinant. Si on suit cette logique, le vrai marqueur de la résilience d'un individu face au stress, c'est pas l'intensité de sa réaction. Non, pas du tout. C'est pas la puissance de la décharge d'adrénaline ou la force avec laquelle il encaisse le choc, quoi. Et c'est là la nuance cruciale apportée par nos sources. S'activer face à une menace, c'est vital, évidemment. Bien sûr, pour survivre. Mais la véritable signature de la santé, c'est la capacité du système à accomplir cycle complet. C'est-à-dire? L'activation, ensuite la modulation de cette activation, et surtout, le retour à la ligne de base. Pour reprendre ton image du métro, si le passager fléchit les genoux, mais reste bloqué dans cette position accroupie une fois descendu sur le quai. Mais il va avoir l'air bête, déjà. Mais c'est sûr. Mais surtout, physiologiquement, il a perdu sa variabilité. L'adaptabilité, au fond, c'est la réversibilité. Et c'est là que notre exploration devient un peu plus sombre, je trouve. Car la vie moderne, elle s'apparente souvent à une rame de métro qui s'arrête jamais, avec des freinages d'urgence constants. C'est exactement ça. Que se passe-t-il physiologiquement lorsque les secousses sont trop violentes ou trop rapprochées? Les documents introduisent ici un concept vraiment fondamental, celui de la marge adaptative. Ah, la marge adaptative. C'est un concept clé. Ça représente cet espace dynamique, cette zone de jeu, on va dire, dont dispose notre organisme pour absorber une perturbation sans perdre sa capacité à revenir à son état initial. Un peu comme un amortisseur. Exactement. On peut se la représenter comme la distance entre le niveau de calme profond d'un organisme et son seuil de rupture. Le moment où le système est submergé, quoi. D'accord. Et l'enseignement majeur de ces recherches, c'est que la rigidification de l'organisme, donc la perte de cette marge, elle s'installe bien avant qu'un diagnostic médical ne puisse être posé. Attends. Avant même l'apparition du premier symptôme concret? Avant, je sais pas, la douleur ou la fatigue chronique? Exactement. Le processus pathologique commence par une perte silencieuse d'élasticité. Silencieuse. Ouais, pour maintenir ses fonctions coûte que coûte, le corps va mettre en place des compensations. Tu aurais un exemple tiré des sources factuelles? Bien sûr. Prenons l'exemple d'une respiration qui devient superficielle à cause d'une posture de travail inadéquate. Tu sais, quand on est avachi sur son ordinateur. Ah oui, le fameux dos rond de bureau. Voilà. Pour garantir l'oxygénation du cerveau malgré cette mauvaise posture, le système nerveux autonome va augmenter son niveau d'activation sympathique de fond. Donc le stress monte sans qu'on s'en rende compte. C'est ça. L'oxygénation est maintenue, la personne continue de travailler, d'être productive, mais la fonction est désormais assurée à un coût énergétique bien supérieur. La ligne de base s'est déplacée vers le haut. Ok, là, il faut que je me fasse l'avocat du diable un instant. Je t'écoute. Cette capacité de compensation, c'est quand même l'évolution biologique à son apogée. C'est ce qui a permis à l'être humain de survivre dans des environnements super hostiles. L'organisme identifie une faille, il trouve un chemin alternatif, et hop, il maintient la machine en marche. C'est vrai. Alors pourquoi les documents décrivent ce mécanisme de survie comme la genèse du problème?
Cela soulève une question importante sur la différence entre la survie à court terme et la viabilité à long terme. Ah, je vois la nuance. La compensation, c'est effectivement une prouesse évolutive extraordinaire. Face à un danger immédiat, c'est ce qui sauve l'organisme. L'écueil, il se situe dans la chronicité, ce que la biologie nomme la charge allostatique. La charge allostatique, l'usure systémique en gros. C'est ça? Si un moteur est conçu pour rouler à 3000 tours par minute, il peut tout à fait monter à 6000 pour un dépassement d'urgence. Un petit coup d'accélérateur. Voilà. Mais si le conducteur maintient ce régime moteur en permanence pour compenser, disons, un pneu sous-gonflé, les pièces vont s'user prématurément. L'usure des matériaux, littéralement. Le métal perd de sa souplesse et il finit par casser de manière totalement inattendue. C'est le mécanisme exact au niveau cellulaire et neurologique. Sous un flot continu d'hormones de stress, les récepteurs se désensibilisent. Les tissus conjonctifs se densifient. Le corps durcit, en fait. Exactement. À force de compenser, le système désapprend le chemin du retour. La récupération devient partielle. Le sommeil devient non réparateur. C'est le début de la fin. Et la conséquence directe de cette contraction de la marge adaptative, c'est une hyperréactivité. Prend des proportions énormes. Tout à fait. Une contrariété mineure, un courriel imprévu de son patron, ou même un bruit soudain. Ça devient une menace existentielle pour l'organisme, car il n'a plus l'espace pour absorber l'onde de choc. Il n'y a plus de amortisseur. Voilà. L'effondrement clinique, la maladie déclarée, c'est au final que la phase terminale est visible de cette perte d'élasticité. Une perte qui s'est opérée en sourdine pendant des mois, voire des années. Et en poursuivant la lecture de ces recherches, on fait face à une réalisation assez troublante. Cette perte de marge adaptative, cette incapacité du système à redescendre, elle arbore pas un visage clinique unique. Non, ce serait trop simple. C'est ça, il n'y a pas un symptôme universel facile à répertorier. En réalité, le visage de cette rigidité change radicalement selon le moment de la vie où elle se manifeste. La mécanique sous-jacente est identique. Un système coincé en haute activation, mais le terrain neurologique et hormonal dicte l'expression du symptôme. C'est pour ça que le diagnostic est souvent si complexe. Et nos sources offrent une cartographie vraiment détaillée de cette évolution. Oui. Prenons d'abord l'enfant en bas âge. Son cortex préfrontal, donc la zone du cerveau responsable de l'inhibition et de la régulation, il est encore largement immature. Donc le système n'a littéralement pas les freins physiques pour ralentir. Précisément. Face à une perte de marge adaptative, par exemple à cause d'un manque de sommeil ou d'une surstimulation sensorielle, le système nerveux de l'enfant va chercher à décharger cette tension par les seules voies disponibles, les voies motrices et émotionnelles primaires. Les fameuses crises de colère au supermarché. Exactement. Ça ne se traduira pas par de la fatigue classique, mais par des crises de larmes spectaculaires, une impossibilité de rester en place, ou même des terreurs nocturnes. C'est un système en surrégime qui déborde parce qu'il ne sait pas moduler sa descente. Puis vient l'adolescence, le moment où le cerveau subit un élagage synaptique massif, où les hormones redessinent tout le paysage. Comment cette même rigidité systémique s'exprime-t-elle à ce stade précis ? À l'adolescence, la réduction de la marge adaptative prend la forme de la volatilité. Le terrain neuro-hormonal amplifie tous les signaux. Le drame permanent. Voilà. Une incapacité à revenir à la ligne de base va se manifester par des oscillations extrêmes. Une irritabilité à fleur de peau, des cycles d'insomnie suivis d'hypersomnie et une variabilité comportementale assez déroutante pour les parents. Le corps tente désespérément de trouver un nouvel ancrage, quoi. C'est ça. Dans un environnement interne qui est en pleine mutation. Et inévitablement, on en arrive à l'adulte. Le cerveau est mature, les responsabilités s'accumulent au travail, à la maison, le système de compensation tourne à plein régime. Pour l'adulte, l'incapacité à redescendre se heurte aux exigences de performance de la société. L'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, qui gère la réponse au stress chronique, finit par s'épuiser. Et c'est là qu'on craque. Oui. Ça se traduit par le fameux burn-out, une hypervigilance constante où le cerveau scanne en permanence l'environnement à la recherche d'une menace qui n'existe pas, ou encore par des troubles somatiques, des douleurs fonctionnelles diffuses dont on trouve aucune origine mécanique claire. Le fameux j'ai mal partout, mais les radios sont normales. Exactement. Et enfin, lors du vieillissement, cette même logique implacable se lit dans la perte du tonus vagal. La variabilité cardiaque s'effondre et la récupération après une simple infection virale, par exemple, peut prendre des mois au lieu de quelques jours.
Il y a là un vrai changement de paradigme, une véritable révolution dans la manière d'aborder la santé pour notre auditoire. Habituellement, la médecine ou la psychologie, elles ont tendance à compartimenter. Oh oui, des cases bien séparées. L'insomnie rebelle de l'adolescent, la crise de colère irrationnelle du jeune enfant, l'épuisement professionnel du cadre, on met ça dans des tiroirs hermétiques. Ce sont des entités cliniques distinctes. Alors que, Alors que le corpus documentaire de l'Institut Neuroscience nous invite à regarder sous l'iceberg. Toutes ces manifestations partagent la même racine invisible, un système physiologique qui a perdu la carte pour retrouver le chemin de sa ligne de base. c'est toute la puissance de cette approche intégrative. Elle déplace le curseur de l'observation. La question primordiale n'est plus quelle étiquette diagnostique correspond à ce symptôme, mais plutôt quelle est la capacité intrinsèque de ce système nerveux, à ce stade précis, à amortir un choc et à revenir à l'équilibre. Et la question inévitable qui découle de ce constat, elle est d'ordre super pratique. Comment on fait pour enrayer cette mécanique ? Ah, la solution. Ouais. Lorsqu'un individu est enfermé dans cette boucle de suractivation, que son système a perdu toute élasticité, comment on lui réapprend le chemin du retour ? Les sources insistent lourdement sur l'abandon d'une vision morcelée du corps au profit d'une observation globale. Oui, l'interdépendance. La régulation d'un organisme repose sur 5 grands domaines qui dialoguent continuellement. Le tonus postural, la dynamique respiratoire, l'architecture du sommeil, la régulation émotionnelle et la charge cognitive. Tout est lié en fait. Tout. Pensez qu'on peut isoler un de ces piliers, par exemple, traiter une anxiété chronique uniquement par la psychothérapie cognitive, sans jamais regarder la posture du patient, c'est une erreur physiologique. C'est fou de se dire ça. Et parmi ces éléments, les documents mettent en lumière un carrefour absolu, le système tonico-ventilatoire, ou STV. Le STV, le point de rencontre intime entre la façon dont on se tient et la façon dont on respire. Exactement. C'est vrai que le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, c'est aussi un muscle clé de la stabilisation de la colonne vertébrale. Si le diaphragme est contracté à fond pour maintenir une posture rigide face à un écran, il ne peut plus assurer son rôle de brassage respiratoire optimal. L'explication mécanique est exacte, oui. Mais les travaux du chercheur Jacques Paillard, qui sont amplement cités dans notre corpus, ils nous font basculer dans une dimension neurologique bien plus profonde. Ah, qu'est-ce qu'il a découvert ? Paillard a mis en évidence un principe fondamental. Le vivant est de nature prédictive. L'organisme ne se contente pas de réagir, il anticipe en permanence. Il lit l'avenir en quelque sorte. Physiologiquement parlant, oui. Avant même d'initier un mouvement volontaire, avant même que ton bras ne se lève pour attraper un objet, ton système nerveux central envoie un signal pour ajuster le tonus postural et stabiliser ton centre de gravité. C'est dingue ! Et surtout, la ventilation s'ajuste pour préparer le flux d'oxygène nécessaire à l'effort à venir. L'action n'est que l'aboutissement visible d'une préparation neurologique et respiratoire invisible. Mais c'est une notion merveilleuse, cela. C'est exactement la dynamique d'un orchestre symphonique de haut niveau. J'aime beaucoup tes analogies. Écoute, imagine, dans ce grand ensemble, le système tonico-ventilatoire représente la section des cuivres. On peut observer les musiciens prendre une profonde inspiration collective une fraction de seconde avant que le chef d'orchestre n'abaisse sa baguette. Oui. L'inspiration porte déjà en elle l'anticipation de la note, la préparation de l'effort. Mais imaginons que la marge adaptative de ces musiciens soit réduite à néant. L'orchestre est épuisé, distrait, sous tension permanente. L'anticipation est ratée. Voilà. Lorsque le signal du chef d'orchestre tombe, la réaction est prise de court. L'entrée en matière est saccadée, brutale, et au final, la note sonne faux. Cette image traduit vraiment fidèlement l'impact de la perte d'élasticité. Quand la marge adaptative se contracte, c'est cette finesse prédictive, cette fluidité anticipatoire qui s'évapore en premier. On perd le rythme. L'organisme, privé de cette capacité à préparer le terrain, il est condamné à réagir avec un temps de retard de manière disproportionnée. Les transitions deviennent nerveuses, l'effort coûte immensement cher et la redescente vers le calme semble interminable. Est-ce que le corps se prépare toujours à la prochaine urgence ? C'est ça l'être. Extrêmement. Restaurer la santé, ce n'est donc pas s'attaquer aux symptômes isolés. C'est réhabiliter cette capacité d'anticipation intégrée. Libérer le tonus postural, c'est redonner de l'amplitude au diaphragme, ce qui relance la variabilité cardiaque, ce qui envoie un signal de sécurité au cerveau émotionnel. Tu as tout compris.
Le réseau entier se remet à respirer. Mais du coup, face à un système nerveux qui est embourbé dans des années de schémas rigides, comment on induit ce changement concrètement? On ne peut pas simplement dire à quelqu'un « détendez-vous » pour que la plasticité neuronale opère. Ah non, si seulement c'était si simple. Les sources présentent ici une solution méthodologique de premier plan, le biofeedback. Le concept de biofeedback, tel que détaillé par l'Institut Neurosciences, est d'une grande subtilité. Il n'est pas du tout décrit comme une béquille technologique ou un outil de manipulation externe. Les auteurs emploient une expression très juste, c'est une pédagogie temporaire de la réversibilité. Pédagogie temporaire, donc on apprend pour pouvoir s'en passer. C'est ça. Le drame d'un système rigidifié, c'est l'anesthésie proprioceptive. L'individu ne perçoit plus ses propres états de tension chronique, car cette tension est devenue sa nouvelle norme, sa nouvelle ligne de base. Il a oublié ce que c'était d'être détendu. Le biofeedback agit en plaçant des capteurs qui mesurent l'infime, le rythme respiratoire, la cohérence cardiaque, l'activité musculaire du ST vérique. Et il traduit ces données biologiques en un signal visuel ou sonore compréhensible par le cerveau. Propre rigidité en temps réel. Et c'est là que la magie de la boucle sensorimotrice s'opère. L'appareil n'impose rien, il n'envoie pas de courant pour forcer la détente. C'est pas un traitement passif. Non, il crée un circuit d'information fermé. En observant par exemple la courbe de sa respiration à l'écran, le cerveau intègre le lien direct entre son intention de relâchement et la modification physiologique instantanée. Ah ouais? Le système réapprend, par essai-erreur, à naviguer entre l'activation et le relâchement. Il retrouve la mémoire de son propre ajustement spontané. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il faut adresser l'éléphant dans la pièce, là. On évolue dans une société saturée de technologies portables. C'est le moins qu'on puisse dire. Les montres intelligentes mesurent notre sommeil, des bagues connectées traquent notre fréquence cardiaque H24, des applications nous donnent un score de récupération au réveil. Les fameux scores. La tendance globale, elle est complètement tournée vers la quantification de la performance et l'optimisation à outrance. On veut la ligne la plus parfaite, la note de 100%. Mais en plongeant dans ces textes, on réalise que l'intention derrière ce biofeedback intégratif, elle est aux antipodes de cette course à la performance, n'est-ce pas? Si l'on relie cela au contexte global, c'est effectivement le grand piège de la santé connectée moderne. Vouloir battre son score de variabilité cardiaque, c'est paradoxalement générer un nouveau stress de performance. Bah oui, ça active le système sympathique et ça fige le corps à nouveau. Exactement. Le biofeedback clinique, dans l'esprit de ses sources, vise l'autonomie absolue. Le but n'est pas de vivre rivé à un tableau de bord ou de devenir dépendant des capteurs pour savoir comment on se sent. La technologie doit s'effacer une fois la leçon apprise, en gros. Tout à fait. Le capteur est un miroir d'apprentissage. Le succès de cette pédagogie se mesure lorsque l'individu parvient, dans son quotidien, au beau milieu d'une réunion tendue ou d'un conflit familial par exemple, à percevoir la montée de l'activation en lui et à utiliser spontanément ses piliers posturaux et respiratoires pour recréer de l'espace. Sans avoir besoin de regarder sa montre. Exactement. S'activer pour affronter la difficulté sans déborder. Puis, une fois l'événement passé, ralentir consciemment et laisser le système redescendre vers sa ligne de base véritable. C'est la reconquête de l'élasticité. C'est une perspective de la biologie humaine qui est fondamentalement porteuse d'espoir, je trouve. On n'est pas tenu de correspondre à l'image irréaliste de la forteresse de pierre dont on parlait au tout début. Heureusement, Pour résumer un peu l'essence de cette exploration approfondie, la vraie santé est un mouvement savamment organisé. C'est l'art de la flexibilité dynamique face aux inévitables perturbations de la vie. Comprendre que le stress n'est pas l'ennemi en soi, mais que le vrai danger réside dans l'incapacité à s'en désengager, ça modifie radicalement la gestion de l'énergie au quotidien. totalement. L'objectif, au final, c'est pas de ne plus jamais ressentir la pression. C'est plutôt de cultiver farouchement cette marge adaptative pour assurer la descente après l'effort. C'est parfaitement le résumé. Et cette redéfinition de la vulnérabilité comme un défaut de récupération, ça ouvre des horizons scientifiques fascinants. Ah oui, on l'a lu dans la note de cadrage. Oui, d'ailleurs cette note qui accompagnait le corpus souligne que notre analyse d'aujourd'hui n'est que la deuxième étape d'une série. Les prochains travaux de l'Institut Neurosciences s'apprêtent à transposer ce prisme de lecture à des domaines d'une complexité extrême, comme la psychiatrie et la neurodiversité. Ça promet. Ça soulève d'ailleurs une hypothèse finale, glissée dans les documents, qui mérite d'être laissée en suspens pour les gens qui nous écoutent. Je t'écoute. Si la santé est intrinsèquement liée à la réversibilité d'un système, et si dans des configurations neurologiques telles que le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, le fameux TDAH de l'adulte, l'enjeu central n'était pas fondamentalement un problème d'attention. Mais quoi alors?
Et si c'était à la racine l'incapacité systémique et physiologique d'un cerveau à retrouver le chemin de la récupération après une activation Enel? Une incapacité physiologique à freiner plutôt qu'une inaptitude à se concentrer. Waouh! C'est une proposition qui renverse littéralement les fondements de centaines d'approches thérapeutiques. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Nous invitons chaleureusement quiconque nous écoute à laisser infuser cette question vertigineuse. C'est une piste de réflexion vraiment puissante pour repenser nos modèles. Merci à tous d'avoir accompagné cette plongée au cœur de la physiologie aujourd'hui et à très bientôt pour poursuivre cette exploration passionnante. Voilà, ce podcast nous rappelle quelque chose de profondément simple, mais que nous oublions sans cesse. La santé n'est pas une forteresse, elle n'est pas une rigidité parfaite, elle est une capacité de retour. Un organisme vivant ne se définit pas par l'absence de fluctuations, mais par sa possibilité de traverser une perturbation sans perdre durablement le chemin de sa ligne de base. C'est sans doute là que se joue une bascule importante dans notre manière de penser la clinique, l'accompagnement et aussi la prévention. C'est bien souvent ce que nous appelons symptômes n'est peut-être que la forme visible, tardive, d'une perte de marge adaptative installée depuis longtemps. Cette réflexion ouvre aussi une perspective très concrète, apprendre à observer autrement, regarder le tonus, la respiration, le sommeil, la charge cognitive, la régulation émotionnelle, non comme des éléments séparés, mais comme des dimensions interdépendantes d'un même système vivant. Voilà l'esprit de cette trilogie. Et c'est aussi l'esprit de la neurothérapie intégrative. Aider le système à retrouver de la souplesse, de la réversibilité, de la capacité d'ajustement. Dans le prochain volet, nous irons encore plus loin, en poursuivant ce changement de regard sur le cerveau, le corps et les mécanismes qui soutiennent ou empêchent la récupération. Ainsi, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour recevoir le prochain épisode. Merci de continuer à explorer avec nous. Si cet épisode aussi a ouvert un espace de réflexion plutôt qu'il n'a fermé une position, alors bien entendu, il aura rempli son rôle. Comment aller plus loin maintenant ensemble? Eh bien, l'article complet vous attend. Le lien est dans la description. Prenez le temps de le découvrir pour approfondir cette réflexion. Profitez-en aussi pour laisser un pouce si cet épisode a résonné en vous. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Votre présence compte énormément pour nous. Donc un grand merci d'interagir avec nous. En vous abonnant et en activant la cloche, vous serez informé en premier de nos prochains partages. Et si vous pensez que cette conversation peut aider quelqu'un dans votre entourage, que ce soit un collègue, un ami, un proche, eh bien profitez-en, partagez cet épisode. C'est grâce à vous que cette communauté grandit. Petite note, l'Institut Neurosciences est un organisme de formation certifié Calliope. Si vous voulez en savoir plus et découvrir nos programmes de formation, visitez tout simplement notre site web ou prenez un rendez-vous personnel pour discuter de votre projet professionnel. Le lien d'agenda est dans la description. Finalement, un grand merci pour votre écoute et votre confiance. Le travail continue et nous sommes honorés de le poursuivre avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau partage.